Il y a une certaine cohérence, et même une cohérence certaine, à organiser à Paris une rencontre sur les paratextes, qui se veuille à la fois réflexive et prospective. C'est en effet en France, comme il est notoire, que la notion de paratexte vit le jour, sous la plume de Gérard Genette, il y a désormais un demi-siècle. Ces travaux s'inscrivaient dans un intérêt général pour les relations qu'entretient un texte avec ceux qui lui est extérieur. Pensons aux études de Julia Kristeva en 1969 sur le phénomène qu'elle nomma intertextualité, et plus particulièrement pour les éléments qui, dans une œuvre, sont liminaires, tels un vestibule, cette zone indécise entre le dedans et le dehors, qui cependant commande toute la lecture. On évoquera ainsi l'Opera aperta d'Umberto Eco en 1962, et plus encore son Lector in Fabula en 1979. Le pacte autobiographique de Philippe Lejeune, la seconde main et les études sur la périgraphie d'Antoine Compagnon. Cette période faste pour la théorie littéraire a ouvert des champs d'études fructueux d'un nombre d'autres domaines. Cependant, en ce qui concerne nos études sur les littératures anciennes et médiévales du bassin méditerranéen, comment des réflexions mûries par la fréquentation du livre imprimé, le plus souvent produit à l'époque moderne et contemporaine, pourrait-elle être transposée au livre manuscrit? Que veut dire pour nous cette production verbale ou non, de statut égal et pourtant secondaire, subsidiaire, subordonné, qui accompagne un texte et qui en commande toute la lecture? Depuis plusieurs années maintenant, une réflexion est en cours chez les philologues et les historiens des textes dans le but d'adapter au livre manuscrit des notions fécondes, mais non parfaitement adéquates. Les éléments autour desquels se manifeste la distance la plus profonde entre le livre médiéval et le livre contemporain sont au moins au nombre de 3. Tout d'abord, le rôle de l'auteur. Central dans la définition génétienne du paratexte, je cite, « Il est nécessaire à la définition d'un paratexte de toujours porter une responsabilité de la part de l'auteur ou de l'un de ses associés. Ce rôle de l'auteur, dans la production des manuscrits qui nous sont parvenus, est très limité, voire inexistant. En effet, nos manuscrits sont généralement des objets matériels postérieurs de plusieurs siècles à l'auteur et globalement indépendants de sa volonté. À la différence des paratextes modernes, les manuscrits faisant objet d'intervention constante dans le temps et pour la plupart anonyme, la responsabilité est diluée du fait de sa démultiplication. Autre point de différence, le rôle de l'éditeur et ce que Genette nomme le péritexte éditorial, la couverture, la page de titre et leurs annexes, alors que nos manuscrits sont souvent produits dans un contexte qui reste pour nous dans l'ombre et remanié au fil du temps dans leurs éléments codicologiques, la rayure, feuille de garde, cahier perdu, folio perdu ou abîmé puis restauré. En dernier lieu, une différence majeure entre le livre moderne et le livre manuscrit, évoqué dans les 2 points précédents. Le caractère grosso modo synchronique du premier, ou à la diachronicité limitée, alors que le manuscrit est un objet fortement diachronique qui subit des modifications constantes au cours de son long voyage dans le temps. D'autres différences substantielles caractérisent la typologie même du paratexte ainsi que sa relation au texte. Dans un article de 2018, Patrick Andrist a résumé le débat contemporain et en a synthétisé les interrogations principales. Qu'est-ce exactement qu'un paratexte dans un manuscrit, en théorie et en pratique? En particulier, la question s'est posée de savoir si les éléments physiques d'un manuscrit, Genette parle d'éléments verbaux et non verbaux, tels la mise en page ou la taille du livre, rentrent dans la catégorie de paratexte, en raison de leur rôle de médiation de contenu pour le lecteur.
Qu'en est-il des notes à valeur documentaire, comme les colophones ou les notes de possession? Certes, ils n'ont généralement pas de lien direct avec le texte principal. Ils seraient souvent identiques dans un autre manuscrit, mais ils sont tout de même strictement liés à la production du manuscrit que nous lisons. Et des épigrammes religieuses ou une prière ajoutée à la fin d'un manuscrit biblique constituent-elles un paratexte? Si elles n'ont pas de lien direct avec le texte principal, elles contribuent tout de même à créer le caractère sacré du livre. Qu'en est-il des images, mais aussi des décorations non figuratives? Et l'approbatio calami d'un copiste dans un folio de garde d'un tétraévangile? Enfin, à quoi pourrait correspondre dans nos études l'épitexte, à savoir ce qui est autour du texte, mais extérieur au livre? Je cite encore Genette, généralement sous un support médiatique, interview, entretien, ou sous couvert d'une communication privée, correspondance, journaux intimes, etc. Il s'agit là d'une catégorie difficilement importable. Comme on peut le deviner, il n'y a pas aujourd'hui de définition consensuelle du paratexte dans les manuscrits. Lorsqu'une réflexion est menée, chaque entreprise propose une définition propre, qui dépend fortement des données spécifiques prises en compte dans l'étude, plutôt philologiques, plutôt codicologiques, artistiques, littéraires. Par exemple, je reprends encore Andrist, le prologue de l'évangile de Luc, qui tombe techniquement dans la catégorie genétienne de paratexte d'auteur, sera un paratexte pour la critique littéraire du Nouveau Testament, mais pas pour les historiens du livre, car cette section est perçue dans nos manuscrits comme partie intégrante de l'œuvre. Pour ce qui est de la relation qu'unit le paratexte au texte, s'il lui est certes subordonné, sa dépendance absolue et son impossibilité d'existence autonome ne vont pas de soi en ce qui concerne les manuscrits. En effet, on observe dans nos manuscrits une métamorphose continue de certains écrits, pour utiliser les mots de Luciano Bossina, qui changent de statut et passent de texte à paratexte. Il en va ainsi des commentaires patristiques qui viennent peupler les marges des manuscrits bibliques, ou de paratexte à texte, comme des kephalaïa bibliques, qui peuvent être regroupés ensuite en une œuvre didactique indépendante. En outre, si certains paratextes sont de nature contingente et donc unique, ce qui produit une large variabilité dans les copies d'un même texte, d'autres montrent un degré surprenant de stabilité dans les différents témoins d'un même texte, ce qui permet d'ailleurs des éditions spécifiques, de préfaces, de listes diverses, de titres. Ces phénomènes ont produit des réflexions intéressantes sur l'autorité d'un paratexte ou même sur son prestige. Quoique subordonné, tout texte patristique intégrant un manuscrit biblique, bien que dans ses marges, vient de fait participer de l'aura propre au texte sacré. Plus simple en revanche semble la discussion sur les fonctions du paratexte, articulées qu'elles sont entre structuré, titre, intertitre, pinakes, commenté, glose et annotation en tout genre, et documenté, colophone par exemple. Comme on peut le voir, une discussion internationale est ainsi en cours sur la question des paratextes. À partir des travaux pionniers, tels le travail de Carlo Dionisotti en 1975 sur les dédicaces, les préfaces et les notes textuelles dans les éditions d'Aldemanus, ou 20 ans plus tard, le volume Titres et articulations du texte dans les œuvres antiques, édité par Jean-Claude Frédrouille, et dans lequel Philippe Hoffmann publia une étude Titrologie et paratextualité, ou encore dans les années 2010, le projet IRC Redis, mené par Dario Mantovani à Pavia, qui a renouvelé notre compréhension de la culture juridique romaine de l'Antiquité tardive par l'étude de la tradition manuscrite des textes juridiques et de ses paratextes. La période actuelle connaît un foisonnement de projets relatifs aux paratextes. Les IRC guidés par Martin Wallraff sur les paratextes du Nouveau Testament et d'autres livres bibliques, les travaux menés à Hambourg, entre autres par Caroline Massé et Jost Gippert, mais aussi Ghent sur les paratextes métriques dans les manuscrits byzantins, Udine Cassino pour la Bible latine, Pavie pour la poésie grecque, Madrid pour les paratextes dans la Bible en hébreu, Dublin et d'autres encore. Dans toutes ces entreprises, les études de cas nécessaires pour acquérir une connaissance fine et concrète des différentes typologies des paratextes
s'accompagne d'une réflexion théorique et méthodologique. Dans le cadre d'un débat contemporain très riche sur ces sujets, il existe à Paris également, depuis 6 ans désormais, un séminaire sur les paratextes dans le livre manuscrit, toutes disciplines et toutes langues anciennes confondues, que j'organise avec Arnaud Perrault, Victor Gisenberg, Giusto Traina et Luciano Piffanelli. Ce séminaire, qui a lieu à échéance mensuelle à l'Institut des civilisations du Collège de France, est devenu un lieu d'échange international sur les paratextes. Les collègues français, européens, américains les plus engagés dans les études sur ces thématiques nous ont fait l'amitié et l'honneur d'y présenter leurs recherches en cours ou nous ont promis de le faire prochainement. Presque tous les intervenants à ce colloque y ont d'ailleurs présenté leurs travaux ou le feront. Tout récemment, Bernard Stolt avant-hier ou Marco Fressura qui interviendra en juin. Il s'agit du terreau qui a produit ce colloque et d'autres initiatives à venir. Pour accueillir les études présentées au cours du séminaire, les actes des colloques que nous avons l'intention d'organiser, ainsi que nos recherches, les recherches doctorales et postdoctorales de nos jeunes chercheurs, Arnaud Perrault et moi-même avons également créé pour Brepols une nouvelle collection, In Margine, Exploring Pre-Modern Paratext, dont les actes de ce colloque constitueront symboliquement le premier volume. Dario Mantovani, qui fait partie du comité éditorial de cette nouvelle collection, nous a accompagnés tout au long de ce parcours. Notre objectif commun, en organisant ce colloque à Paris 40 ans après Seuil, est de faire un point sur la recherche contemporaine relative au paratexte dans le livre manuscrit, mais également de fournir des pistes pour les recherches à venir. C'est la raison pour laquelle nous avons convié ici les plus grands spécialistes de la philologie appliquée au paratexte, appartenant à plusieurs domaines disciplinaires et linguistiques: le droit, la philosophie, la poésie, la religion, la papyrologie, les langues de la Méditerranée orientale. Ils nous feront l'amitié et l'honneur de partager leur science avec nous, et nous les remercions d'avoir accueilli favorablement notre invitation. En tout premier lieu, cependant, nous exprimons notre gratitude à M. Antoine Compagnon, qui a accepté d'ouvrir notre rencontre pour nous ramener à l'archet de ses études, la théorie littéraire. Je lui laisse la parole.